بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, donc nous arrivons aujourd'hui à la leçon numéro 7 du chapitre 2 sur les intégrales triples. Donc nous allons aborder dans ce chapitre donc, la notion de coordonnées sphériques. Donc cette notion, si on applique le théorème du changement de variable qu'on a vu avant, et comme fonction phi, nous choisissons donc les coordonnées sphériques, nous pouvons donc calculer le volume facilement, le volume d'une sphère. C'est ce que nous allons faire dans cette leçon numéro 7. Voilà, je vous rappelle, donc, nous sommes toujours dans le chapitre 2, les intégrales triples. Donc, nous avons vu dans le paragraphe 1 de 1 la définition d'intégrale triple. Dans le paragraphe 2, donc, on a exposé le théorème de Fubini, comment on l'applique. Dans le paragraphe 3, donc, on a vu le théorème de changement de variable avec ses applications. Dans le paragraphe 4, c'est-à-dire la leçon numéro 6, donc on a vu les coordonnées cylindriques. On a appliqué donc, ces coordonnées cylindriques par le changement de variable au calcul d'un cylindre. Et donc aujourd'hui, dans ce paragraphe, le paragraphe 5, donc, nous allons donc parler des coordonnées sphériques et appliquer cette notion et le théorème du changement de variable pour calculer le volume d'une sphère. D'une sphère. Bon, pour commencer, donc pour bien visualiser la notion de coordonnées sphériques, donc j'ai dessiné ici une sphère. Donc j'ai dessiné une sphère. Donc on a fait une coupe dans cette sphère, c'est-à-dire la coupe comment on l'a faite. Donc vous voyez bien qu'on a coupé la sphère. Donc par exemple dans ce plan-là. Donc vous voyez bien donc dans ce plan-là et dans ce plan-là. Donc voilà, vous voyez bien donc c'est une sphère qu'on a coupée donc dans ce plan-là, et dans ce plan-là. Voilà. Donc, je prends un point, donc M, de coordonnées X, Y, Z, quelconque à l'intérieur de la sphère. Ce plan, d'abord, donc, la sphère, donc, je la munis d'un repère X, X, Y, Z. Donc, c'est un repère orthonormé, donc, dans l'espace. Voilà, X, Y, Z. Et je prends donc un point M quelconque appartenant à la sphère, donc il est à l'intérieur de la sphère, je le prends, c'est pas à la surface, mais c'est à l'intérieur de la sphère, donc il est de coordonnées X, Y, Z. Donc le point petit m, c'est la projection orthogonale du point grand M dans l'axe X, O, Y, Tout ça, c'est ce que vous voyez là, donc ce plan-là, tout ce plan-là, voilà. Tout ce plan-là, c'est le plan X ou Y. Donc, de ce côté-là, donc j'obtiens les X positifs, les Y positifs. Si je fais un peu, donc ici, des tirés, donc regardez ici, donc des petits tirés ici. Voilà. Ce sont les Y, donc de ce côté-là. Donc, bien sûr, ça va traverser la sphère. On ne peut pas le voir. C'est les Y qui sont négatifs. Donc je prends, ça c'est la projection de mon point grand M, de coordonnées X, Y, sur l'axe X ou Y. Ça c'est le même plan. Ce que vous voyez ici, c'est le même plan. Donc cette partie-là, je ne l'ai pas dessinée en jaune pour voir l'angle, c'est tout. Donc toute cette partie-là, c'est le même plan. C'est dans le plan X, O, Y. Bon. Donc ici, le point petit m, c'est la projection orthogonale, donc sur le plan X, O, Y, ce plan-là, X, O, Y, de mon point grand M, qui est dans la sphère. Donc je prends un point quelconque, c'est un point quelconque, à l'intérieur de la sphère. Donc je fais une coupe ici, voilà, la sphère, elle est coupée suivant ce plan-là, elle est coupée ici, donc voilà, elle est coupée ici. Donc je prends un point M quelconque, c'est un point à l'intérieur il n'est pas à la surface, il est à l'intérieur de ma sphère. Donc le point M, petit m,
Donc, puisque c'est un point qui appartient à la projection orthogonale, il est dans le plan X, OX, c'est la projection orthogonale. Donc, c'est un point de coordonnées X, Y, 0. Avec, bien sûr, vous voyez bien ici que je peux donc dessiner le X ici, est-ce qu'il est? Donc, il est là. Donc, c'est exactement. Donc, je vais. Voilà. Le X, il est là. Et le Y, donc, je fais une projection. Donc, projection. Et négatif ici, Y, et d'après ce point-là, donc, il est négatif. Bon, donc ce sont les coordonnées X, c'est la projection sur donc, le plan X ou Y. Bon, je vais définir, donc, lorsque ceci. Bon, maintenant, je vais tracer donc, la droite OM. La droite qui relie donc, le centre du repère, ou bien le point 0, 0, 0, ou bien dans le plan X ou Y, c'est le point de coordonnées 0, 0, 0. C'est la même chose. Donc, à mon point M, de coordonnées x, y, 0. Donc, à la projection orthogonale du point grand M sur l'axe x ou y. Donc, je trace cette droite, ou bien ce vecteur-là. Donc, c'est un vecteur, donc voilà. Donc, ce vecteur-là, OM, le vecteur OM. Voilà, donc ceci étant. Et après cela, donc, je vais tracer aussi donc, le vecteur O grand M. Donc, le vecteur O, 0, O grand M. C'est ce vecteur, c'est dans l'espace. C'est dans l'espace. Donc ici, donc, c'est le vecteur qui relie le point O de coordonnées 0, 0, 0, donc au point grand M de coordonnées x, y, z. Voilà. Ceci étant, donc, ceci va me permettre donc, de définir trois nouvelles coordonnées. Donc, trois nouvelles coordonnées, appelées les coordonnées sphériques de mon point grand M. Quelles sont ces nouvelles coordonnées? Donc, c'est premièrement R, c'est la distance. R, ça représente la distance entre le point O et donc le point, c'est dans l'espace, donc c'est dans l'espace, donc c'est le point grand M de coordonnées x, y, z. Voilà. Deuxièmement, l'angle, ça c'est comme dans les coordonnées cylindriques, ou bien les coordonnées polaires, donc l'angle θ, que fait OX avec OM, O petit m ici, donc le vecteur OM. C'est dans le plan X, O, Y, donc cet angle que j'appelle θ. Et enfin donc, l'angle que j'appelle alpha, qui relie donc l'angle donc, entre l'axe des Z et mon point O, OM, et le vecteur OM. Ce sont les trois données donc, qui définissent ou bien qui caractérisent les coordonnées sphériques, ce qu'on appelle les coordonnées sphériques. Bon, donc dans la sphère, vous voyez très bien ceci dans la sphère, pourquoi on les appelle les coordonnées sphériques, dans une sphère, parce qu'on a besoin de ce schéma-là pour après. Maintenant, si je fais un bon schéma dans l'axe X, O, Y, Z, donc vous voyez bien, donc ça c'est mon point grand M de coordonnées X, Y, Z. Je fais sa projection sur l'axe X ou Y, j'obtiens le point petit m, et maintenant donc je trace la droite OM, l'angle que fait θ c'est quoi? C'est l'angle que fait OX avec le vecteur, donc je vais le tracer ici avec le vecteur, voilà. Donc θ c'est l'angle OM. Et maintenant je trace la droite qui relie donc le point O au point M dans l'espace, et je trace la droite OM. R c'est quoi? R c'est la longueur du vecteur OM, la distance entre le point O et le point, je la note R. Maintenant, l'angle que fait l'axe des Z avec le vecteur OM dans l'espace, je l'appelle l'angle alpha. Il faut bien voir ici que chaque fois que je fixe le point, supposons que le point M est fixé, une fois que le point M est fixé, donc j'obtiens la droite OM. Je peux tracer dans l'espace, je peux tracer la droite OM, et j'ai donc l'axe OZ. Donc j'ai deux droites ici. Donc il existe un seul plan. Donc je considère le plan qui passe par donc, la droite OM et l'axe OZ. Donc dans ce plan, je peux tracer donc l'angle alpha. Voilà.
Donc alpha, il est bien défini. Pourquoi? Parce qu'on a dit que dans l'espace, chaque fois que je fixe le point M dans l'espace, donc je considère la droite au 1, et, ou bien le vecteur au 1, et le vecteur, donc, le vecteur J ici, le vecteur J. Donc, on sait bien qu'il existe un seul plan, donc dans les vecteurs directeurs sont ces deux vecteurs-là. Donc, c'est le plan, donc justement le plan qui passe par O, M, et le point ici, donc de coordonnées 0, 0, Z, 0, 0, Z. Donc, c'est un plan, dans ce plan-là, donc je peux tracer donc l'angle alpha, Voilà. Donc, ceci étant, donc, j'ai bien défini donc les coordonnées sphériques d'un point M quelconque dans l'espace, dans l'espace. Voilà. Bon, on peut donc facilement voir euh, quels sont les domaines. Si je suis dans l'espace, donc quel est le domaine de définition? Donc, lorsque le point M de coordonnées x, y, z parcourt donc l'espace, ça veut dire R3, donc quelle valeur parcourt donc les trois paramètres R, θ et alpha, ou bien θ, alpha et R. Bon, il est clair que l'angle θ, donc lorsque je parcours ici le plan X ou Y, donc il parcourt l'intervalle donc 0 de pi, ou bien alpha plus de pi, donc comme vous voulez. Donc il va parcourir donc alpha, donc il part de 0, donc de l'axe donc il va donc faire tout le tour, il peut faire tout le tour, donc là, ça dépend du point M de coordonnées x, y, z où il se trouve. Donc voilà, donc θ, donc il appartient à l'intervalle 0 de pi. Le rayon R, donc il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc 0 plus l'infini. Et enfin, donc l'angle alpha, il est donc, vous voyez bien ici que l'angle alpha, il appartient à l'intervalle, comme vous voulez, ou bien à l'intervalle, regardez ici, donc supposons que c'est ça le sens positif. Je considère que le sens positif, c'est le sens entre l'axe l'axe Z, des Z, et donc le vecteur OM. C'est ça le sens positif. Donc lorsque le point M va parcourir donc, tout l'espace, dans le plan ici, parce que chaque fois que je fixe M, alpha, donc il va parcourir, donc j'ai le choix, donc ou bien il va partir donc ici de 0, si le point 1 par exemple il est là, juste là, il est sur l'axe des Z, donc le point alpha, l'angle alpha est égal à 0. Chaque fois que le point 1 il va parcourir le plan, s'il est là par exemple, si le point 1 il est juste donc la projection, s'il est au-dessus, donc la projection elle me donne sa projection orthogonale, elle me donne un point sur l'axe x ou x. Ça veut dire que le point alpha est égal à pi sur 2. Maintenant, s'il passe de l'autre côté, donc il devient donc, un angle plus grand que pi sur 2. Il va arriver jusqu'à la limite ici. Si j'ai la projection, elle me donne un point sur l'axe négatif. Donc, elle me donne un autre point, donc un autre point, c'est-à-dire un point. La projection, elle me donne un point, par exemple ici, donc sur l'axe des Y, voilà, sur l'axe des Y, exactement sur l'axe des Y. Donc j'obtiens que mon plan, mon angle alpha, donc est égal à pi. Maintenant, si j'ai un point de ce côté-là, donc c'est la projection, un point de ce côté-là, donc il est dans l'espace, mais il est de ce côté-là. Donc j'obtiens que l'angle ici, donc l'angle. Bon, maintenant, on va essayer d'exprimer. Donc, on a dit que alpha, cet angle alpha, donc, il est compris ou bien entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2, ou bien entre 0 et pi. Entre 0 et pi. Bon, maintenant, on va essayer d'exprimer x, donc x, les coordonnées cartésiennes, donc x, y et z, en fonction des coordonnées sphériques, en fonction de r, alpha et θ. Bon, pour x, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons x, donc je vais l'écrire ici, donc x, bien sûr, donc ici x. Nous avons donc x
est égal à quoi donc? X. Donc si j'appelle donc la longueur de OM, je l'appelle ρ. Donc ce vecteur-là, il est de module, ce module, je l'appelle, donc sa longueur est égale à ρ. Donc j'ai X. X est égal à quoi? X, parce que j'ai, ici j'ai cosinus θ est égal à ρ, côté adjacent, cosinus θ, donc cosinus θ est égal à, donc ça c'est l'hypoténuse, est égal à x, cosinus θ est égal à x divisé par l'hypoténuse ρ. Ça veut dire que x est égal à ρ cosinus θ. Voilà, x est égal à ρ multiplié, on l'a fait donc dans les coordonnées cylindriques, cosinus de l'angle θ. Et nous avons donc aussi y, la même chose, y, donc y c'est la même quantité ici, y est égal à quoi? Donc j'ai sinus θ est égal à y divisé par ρ. Donc sinus θ, sinus de l'angle θ est égal à y, qui est la même quantité ici, y, et ici aussi y, divisé par, donc y divisé par θ. Ça veut dire que y est égal à, donc y, donc je vais écrire ici, y est égal à ρ multiplié par sinus donc est égal à ρ multiplié par sinus θ. Voilà. Bon, revenons maintenant à alpha. Laissons donc ces résultats comme ça et revenons maintenant à alpha. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a ce vecteur, le vecteur OM, c'est le même vecteur, donc c'est le même vecteur. Donc ici, c'est le même vecteur. C'est le même vecteur. Donc ils ont la même longueur. Donc ρ en vérité, ρ il est là aussi. ρ il est ici. Donc qu'est-ce que j'ai? Bon, il faut bien voir, c'est une projection orthogonale ici. Donc c'est un angle droit ici, c'est un angle droit. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai cosinus alpha. Donc je peux avoir donc cosinus alpha. Donc cosinus alpha, qu'est-ce que j'ai? Donc pour cet angle-là, cosinus alpha, bien sinus alpha comme vous voulez. Donc j'ai ici donc cosinus alpha égale quoi? Égale à quoi? Cosinus alpha. Voilà. Cosinus de l'angle alpha. Donc ça c'est un triangle rectangle est égal donc le cosinus donc ça c'est l'hypoténuse, et ça donc c'est le côté adjacent à l'angle droit. Donc j'obtiens est égal à ρ est égal cosinus alpha. Pardon. Qu'est-ce que j'obtiens ici? Bon, donc nous continuons nos calculs. Donc nous avons ici l'angle alpha ici. Il faut bien voir, comme on l'a dit précédemment, que cette distance-là est la même, parce qu'on fait une projection orthogonale ici, on a un angle droit ici. Donc en vérité, donc la distance ρ ici, c'est la même distance du point 1 à l'axe, donc la projection orthogonale sur l'axe des z, l'axe aux z. Bon, c'est-à-dire que nous avons ici, sinus alpha, puisque ici c'est l'angle droit, donc sinus alpha est égal à z divisé par, donc c'est le côté adjacent, divisé par l'hypoténuse, divisé par r. Donc ceci implique que on obtient déjà l'expression de z en fonction de, donc on a z est égal à r sinus alpha, r multiplié par sinus alpha. Voilà, donc c'est déjà l'expression de z, donc je vais l'encadrer. Ça c'est la première, donc ça c'est la première expression, donc déjà j'ai l'expression de z, donc z est égal à r sinus alpha. Donc continuons nos calculs. Donc maintenant, puisque ρ ici, c'est la même ici, c'est la même quantité ici, si j'exprime ici, donc j'obtiens ici donc l'angle alpha. Donc je parle ici de l'angle alpha. Donc je vais effacer. Donc ici, on va
Cosinus alpha, voilà, cosinus alpha est égal à quoi? Cosinus de l'angle alpha ici, cosinus de l'angle est égal à quoi? Donc est égal à R, voyons un peu ici, plutôt c'est sinus alpha, donc voyons un peu l'expression. Donc on a sinus de l'angle alpha, sinus, donc on a ici sinus de l'angle alpha est égal à, donc puisque l'hypoténuse c'est R, et le côté, donc le côté qui est donc le côté en face, c'est ρ, donc est égal à ρ divisé par R. Ceci m'implique que donc ρ est égal à donc R multiplié par sinus alpha. Donc j'ai trouvé l'expression de la longueur ρ en fonction de R et de alpha. Donc je remplace cette expression, donc je vais l'encadrer aussi parce que j'en ai besoin, voilà. Voilà. Donc je remplace maintenant l'expression de ρ dans x et y. Qu'est-ce que j'obtiens? Finalement, j'obtiens x. Voilà, x est égal à quoi? Est égal à, donc ρ, c'est-à-dire R, multiplié par sinus alpha. Ça, c'est l'expression de ρ, multiplié par cosinus θ. Multiplié par cosinus θ. Voilà. Y maintenant, donc ça c'est R, voilà. Y est égal à quoi? Y est égal à... Bon, si vous permettez, donc je vais bien les écrire. Donc, je vais bien les écrire. Donc, voilà. Voilà. Donc, on a x est égal à quoi? X égale, donc ρ, je remplace ρ par sa valeur. ρ est égal à R sinus θ. Donc R sinus alpha. R sinus alpha. Je vais laisser alpha, je vais l'écrire tout à l'heure. Multiplié par, donc cosinus θ, multiplié par cosinus. Voilà, donc ça c'est, je vais l'écrire. Donc R sinus, c'est R multiplié par sinus alpha, multiplié par cosinus θ. Voilà. Ça, c'est l'expression de x en fonction des nouvelles coordonnées R, alpha et θ. Maintenant, la même chose. Je fais la même chose pour y. Donc y est égal à quoi? Y, nous voyons bien que y est égal à ρ sinus θ. C'est-à-dire, je remplace ρ par sa valeur est égal à R multiplié par sinus alpha multiplié par, donc ça c'est l'expression de ρ multiplié par, donc y est égal à ρ sinus θ. Donc sinus θ. Voilà. Et maintenant, donc je vais écrire donc, les expressions de... Donc on a dit ρ est égal à R sinus, donc alpha, dans les deux cas, alpha, multiplié par sinus θ. Voilà. Dans lequel, donc ici, θ, c'est l'angle que fait l'axe X avec donc mon vecteur OR. Voilà. Et enfin, donc, on a dit que Z, le dernier, donc Z,
dernier, Z est égal à, Z est égal à E sinus alpha. Voilà donc, en résumé, donc les expressions donc des coordonnées cartésiennes en fonction donc des coordonnées sphériques. Voilà. Bon, lorsque je suis dans l'espace, donc les conditions ici, c'est donc R donc, est strictement positif, il appartient donc R plus étoile. Donc l'angle alpha, l'angle θ, je commence θ, donc θ est compris entre donc 0, ça c'est l'angle θ, entre 0 et 2π. Et enfin donc l'angle alpha, alpha compris entre 0 et 2π. Donc ici alpha est compris entre 0 et cet angle là, donc entre 0 et 2π. 0 et π, pardon, 0 et d'autres versions, donc ils mettent alpha compris entre moins π sur 2 et plus π sur 2. Ici, θ on peut mettre entre un angle, donc bêta 0 et bêta 0 plus 2π. Bêta 0 plus 2π. Bêta 0 c'est un angle fixe. Un angle fixe. Ça, ce sont les conditions sur donc en faisant parcourir donc R, θ et alpha sur ces intervalles-là, donc infini ou fini, donc on obtient le point donc M de coordonnées donc R, alpha et θ, il va parcourir donc tout l'espace. Voilà. Bon, maintenant on va faire une application. C'est l'objet de l'exercice, donc exercice 2.4, exercice 2.4, c'est le quatrième exercice. Voilà. Dans cet exercice, donc on nous demande calculer le volume de la sphère D, de la sphère D, le centre. Cette sphère, donc elle est de centre, donc ici. Le centre. Donc le point 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc ici. Et deux rayons. Donc grand R. Voilà, deux rayons. Voilà, donc c'est l'exercice de 4. Donc voilà. Donc solution. Commencer par la
solution, bien sûr, en utilisant les coordonnées sphériques. Voilà. En l'utilisant, donc sous-entendu, on va utiliser les coordonnées sphériques. Voilà. Bon, quelle est l'équation de la sphère? Donc D c'est quoi? Donc on va l'écrire, D. Donc c'est l'ensemble des XY. C'est ça l'équation d'une sphère. XY. Donc c'est une généralisation du disque. Voilà, donc appartenant, c'est la généralisation de la définition du disque dans R2. Donc, appartenant à R3 tel que x au carré plus y au carré. Ça, c'est la sphère de centre 0, 0, 0. Plus, c'est comme on voit ici. Donc, c'est exactement cette sphère. Plus z au carré. Donc, inférieur égal à donc la sphère, donc inférieur à R. Le rayon ici, on l'a appelé grand R. Donc, inférieur ou égal à R. Donc, vous voyez bien que chaque fois, si je pose Z égale 0, c'est-à-dire l'intersection de la sphère avec un plan, un parallèle à l'axe X ou X, j'obtiens un disque. Intersection avec, donc je pose X égale 0, j'obtiens donc aussi un cercle. Et la même chose, donc Y égale 0, j'obtiens aussi un cercle, un disque toujours de centre, donc 0, 0, 0 et de rayon R. Donc toutes les intersections, donc suivant ce plan-là, bien suivant l'autre plan, donc on obtient toujours des disques de rayon R. Voilà, donc c'est ça la définition, de la sphère de centre 0, 0, 0 et de rayon R. Donc son volume, on nous dit calculer le volume, donc volume de D, par définition, donc volume de D, je l'appelle comme ça, volume de D, c'est quoi? Donc c'est l'intégrale triple, est égal à, on l'a vu donc plusieurs fois, donc c'est l'intégrale triple, voilà, sur le domaine D, sur ce domaine-là. Donc la fonction, puisqu'on parle de volume ici, donc on est dans R3, donc c'est la fonction est égale à 1. Donc dx par rapport à x, dx, dy, dz. Bon, on peut en appliquant directement le théorème de Fubini, donc on peut donc calculer cette intégrale. Donc en prenant par exemple en prenant z constante, donc on obtient z, donc il va varier, donc vous voyez bien, donc en prenant z constante, donc il va varier de moins r jusqu'à plus r, et lorsque z est constante, donc l'intersection du plan z égale constante avec la sphère, ce sera donc, qu'est-ce qu'on a? Ce sera un disque de centre 0, 0, ou bien la projection sur l'axe sera exactement ce disque. C'est le disque de centre, c'est le disque de rayon R, c'est un disque de rayon R. Donc on peut calculer donc sa surface, et appeler, donc on intègre par rapport à Z. On peut le faire, directement en appliquant donc le théorème de Fubini, Ce n'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est justement d'utiliser les coordonnées sphériques pour trouver ce volume. Bon, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on va transformer, donc en appliquant, donc lorsque on utilise les coordonnées sphériques, donc je vais poser ici, on va poser, donc x est égal à r sinus alpha cosinus θ, y est égal à r sinus alpha sinus θ, et z égale r sinus alpha. Donc ce sont ça les trois fonctions.
Bon, je vais donc, si vous permettez, donc je vais donc introduire. Donc on va introduire. Donc ceci est égal à, ceci est égal à, ceci est égal, on a dit que ceci est égal à l'intégrale triple sur un domaine que j'appelle G, un domaine grand G. Je vais voir, G est égal à, on a dit que G est égal à quoi? Est égal à phi moins 1, phi moins 1, c'est la contre-image de D. Phi moins 1 de D. De la fonction, donc ici, la même chose. Donc, qu'est-ce que je mets ici? Donc ça, c'est J. Donc c'est le jacobien. Jacobien. Ici, les variables ici. Donc j'ai trois variables. Donc j'ai trois variables ici. Les jacobiens, donc, associés à trois variables. Quelles sont les trois variables ici? Donc c'est R, θ et alpha. Donc j'ai J donc, par rapport à... Donc il faut que je l'écrive bien. Donc mes trois variables sont R, θ et alpha. Donc c'est un déterminant, donc module de ce dr, et j'intègre par rapport à R dθ et d alpha. Bon, je vais donc je vais définir c'est quoi phi, la fonction phi c'est quoi. Bon, c'est pas difficile, on va le voir maintenant. Ma fonction phi, donc phi c'est quoi? Phi, donc c'est une fonction de R3, donc je vais l'écrire ici, de R3, donc à valeur de R3. Voilà. Donc qui a phi est égal à, bon, je vais écrire phi de R θ et alpha est égal à bon, phi 1 de R θ et alpha, phi 2 de R de θ et de alpha, et phi 3 de R de θ et de alpha. Essayons d'effacer ça. Non, voilà, donc c'est ça. Qui est égal aussi. Phi 1 de R1 est égal à X, c'est aussi X. C'est l'image de R, θ et alpha par la fonction phi, c'est X, Y et Z. Avec, donc je vais maintenant, donc X égale, X, je vais définir c'est quoi phi 1. Phi 1 est égal à phi 1, donc rapidement on va le faire, phi 1 de R θ et alpha, c'est quoi? L'application phi 1 à R θ et phi est égal à R sinus, est égal à R sinus alpha multiplié par cosinus θ. Voilà, ça c'est la fonction phi 1. Phi 1, qu'est-ce qu'elle fait? Donc au triplet R, θ et alpha, donc c'est R sinus alpha multiplié par cosinus θ. Maintenant y est égal à phi 2, c'est la fonction phi 2, que j'appelle phi 2. La même chose, R de θ et de alpha est égal à R sinus alpha maintenant, c'est la même chose, le sinus là, multiplié par, maintenant, ce qui change ici, c'est sinus θ. Là, on avait pour le x cosinus θ, maintenant on obtient sinus θ. Voilà.
Et enfin pour z, la variable z est égale à phi 3 de r de θ et de alpha est égal à, donc ici r sinus r multiplié par sinus alpha, r sinus alpha. Voilà donc, grosso modo, donc en résumé, donc les trois fonctions phi 1, phi 2 et phi 3. Donc associés, donc phi 1 me donne x, phi 2 me donne y et phi 3 me donne z. Donc je peux à partir de cela définir une fonction phi de R3 dans R3 qui a R θ alpha fait correspondre à x, y, z avec x égale phi 1, y égale phi 2 et z égale phi 3. Voilà. Donc à partir de ces formules-là, je peux donc calculer mon jacobien, le calcul du jacobien. Bon, c'est quoi le jacobien? On a défini, donc c'est quoi je vais l'écrire et l'effacer. Donc le jacobien, donc rapidement, donc je vous rappelle, donc J, pardon, donc rapidement, on va l'écrire, donc J, pour les gens qui ont oublié ça, voilà, J, R, θ et alpha. C'est quoi par définition? Donc c'est un déterminant, je répète, c'est un déterminant d'ordre 3. C'est un déterminant d'ordre 3. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais mettre dans la première colonne? Donc on a une colonne, deux colonnes et trois colonnes. Dans la première colonne, elle est donc réservée à la fonction phi 1. La deuxième colonne, elle est réservée à la fonction phi 2. La troisième colonne, elle est réservée à la fonction phi 3. Mais qu'est-ce que je vais mettre maintenant dans les lignes, dans chaque ligne? C'est simple. Ici, je vais mettre la dérivée partielle de la fonction phi 1 par rapport à la première variable. C'est-à-dire ici, je vais mettre des rangs. Bon, je vais l'écrire pour comprendre, c'est tout. Ici, je vais mettre donc des rangs phi 1 par rapport à R. La deuxième ligne, la même chose. Des rangs phi 1 par rapport à la deuxième variable, c'est θ. Par rapport à θ. Et la troisième donc, ligne, c'est des rangs phi 1 par rapport à, donc gθ, c'est alpha, par rapport à alpha. La deuxième, la même chose, c'est des rangs phi 2, c'est spécialement pour phi 2, par rapport à R, donc la même chose, phi 2 par rapport à R. La deuxième, c'est des rangs phi 2 par rapport à θ. Et la troisième, c'est la même chose, des rangs phi 2 par rapport à alpha. C'est-à-dire, dans la même ligne, vous trouvez la même variable, la dérivée partielle par rapport à la même variable. Maintenant, c'est la même chose, donc c'est des rangs phi 3, la troisième, par rapport à R. Maintenant, des rangs phi 3 par rapport à θ, la deuxième variable. Et maintenant, des rangs phi 3 par rapport à alpha. Voilà. Et on calcule. On fait le calcul. Par exemple, j'espère ne pas me tromper, donc je vais faire le calcul. Bon, je vais faire le calcul. On va calculer ce déterminant d'ordre 3. Bon, si je fais des erreurs, donc vous me corrigez. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est des rangs phi 1 par rapport à, on va faire le calcul, c'est un exercice, donc on va faire le calcul. Donc je calcule la dérivée partielle de cette fonction-là par rapport à R. Donc qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste, donc, ceci devient une constante. Donc j'obtiens ici sinus alpha, cosinus alpha, cosinus θ. Cosinus θ. Voilà. Maintenant, je dérive
donc je considère dans cette expression, pardon, c'est la même expression, dans cette expression-là, je vais considérer, donc, je calcule la dérivée partielle par rapport à, donc la deuxième variable, c'est quoi? C'est cet état. Cet état. Donc ceci devient une constante, donc j'obtiens R sinus alpha, c'est une constante ça, multiplié par la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc ici j'obtiens moins sinus, mais c'est θ, moins sinus, θ. Bon, je vais effacer ça parce qu'on n'aura pas assez d'espace. Voilà. Troisième, donc je vais considérer cette expression la même chose, mais maintenant je vais considérer que c'est θ, pardon, c'est alpha qui est, parce qu'on a donc ici, on dérive par rapport, bon, je répète, ici je dérive par rapport à θ, ici je dérive par rapport à alpha. Voilà, θ, et là c'est alpha. Donc j'obtiens, donc la dérivée deuxième, donc j'obtiens, je considère ici que c'est alpha qui est variable, donc j'obtiens R sinus θ, donc c'est donc R sinus θ, voilà, multiplié par la dérivée de sinus, pardon, ici, donc je considère que, non, on se trompe, on peut se tromper, non, voilà. Donc je considère la première fonction, donc je considère que la variable ici, c'est alpha. Donc R multiplié par cosinus θ, R multiplié par cosinus, voilà, R multiplié par cosinus, si je me trompe, donc vous corrigez. R multiplié par cosinus θ, multiplié par la dérivée de sinus, c'est cosinus, multiplié par cosinus alpha. Voilà. Ça, c'est la première colonne. La deuxième colonne maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième colonne? Dans la deuxième colonne, donc, je considère la fonction phi2. Je considère la fonction phi2. La même chose ici, donc je considère que R est constante. Donc j'obtiens R sinus alpha sinus θ. R, donc j'obtiens sinus alpha sinus θ. Donc c'est la deuxième ici, c'est sinus alpha sinus θ. La deuxième ici, donc qu'est-ce que j'obtiens pour la deuxième? Pour la deuxième ligne, c'est je prends cette fonction et je considère que c'est θ qui est la variable. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste R sinus alpha, donc R sinus alpha, et je dérive la fonction sinus θ, donc la dérivée de sinus c'est cosinus θ, cosinus, voilà, cosinus. La troisième maintenant, je considère maintenant que c'est θ qui est variable, donc je multiplie par R, pardon, que c'est alpha qui est variable, donc j'obtiens R sinus θ, R sinus θ, j'obtiens R sinus θ, multiplié par, donc ça c'est, puisque dans le troisième cas, je considère que alpha est la variable, donc ça devient constante, R sinus θ, multiplié par la dérivée de sinus, c'est cosinus, voilà, cosinus θ. Voilà. Donc il me reste la dernière ligne. Malheureusement, je n'ai pas d'espace pour écrire ma dernière ligne. Bon, la dernière, c'est facile ici. Donc c'est cette fonction R sinus alpha. Donc premièrement, donc, je dérive la première des choses, donc je considère la variable, c'est R. Donc qu'est-ce qu'il me reste la première ligne? C'est sinus alpha. Donc ici, c'est sinus alpha. Voilà, sinus alpha. La deuxième, je vais considérer ici que la variable, c'est quoi? La variable, c'est la deuxième. C'est quoi? La variable, c'est quoi? C'est θ. La variable, c'est θ. Donc ça devient une constante. Donc ça, ici, c'est 0. Et enfin, donc je considère que alpha, qui est une variable, c'est alpha qui est une variable. Donc qu'est-ce qu'il me reste ici? Donc R, donc ici, donc
j'obtiens 1. La dérivée de sinus, c'est cosinus alpha. Voilà. C'est ça mon déterminant. Mon déterminant de Jacobi. C'est ça le déterminant de Jacobi. Bon, comment calculer ce déterminant? Donc c'est un déterminant d'ordre 3. C'est un déterminant d'ordre 3. Pour le calculer, puisqu'on a un 0 ici, on va essayer de le développer suivant cette colonne. On le développe suivant cette colonne. On va le développer suivant cette colonne. Voilà, donc lorsqu'on fait le calcul, bon, il y a une petite erreur ici, donc c'est pas sinus ici, c'est cosinus. Donc je dois rectifier ici, voilà, donc il faut rectifier ici. Donc c'est pas, là, c'est pas... Vous voyez bien que pour avoir z ici, donc cosinus alpha, c'est cosinus alpha est égal, donc côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc c'est pas le sinus, c'est cosinus alpha. Donc ici, donc je dois corriger. Vous m'excusez, donc je vais corriger rapidement. Donc ici, voilà. Voilà, ça c'est cosinus alpha. Donc je vais tout enlever. Voilà. Ça c'est faux, pardon. Voilà. Donc j'ai ici, donc je vais corriger. Donc on a ici, en vérité, donc cosinus. Donc cosinus, j'ai fait une erreur. Donc cosinus alpha est égal à cosinus de cet angle-là. Donc est égal à z divisé par donc r. Donc côté adjacent divisé par l'hypoténuse, divisé par r. Ceci implique donc que z. Voilà, donc cosinus alpha égale z sur a. Donc z est égal à r cosinus alpha. Donc c'est le cosinus, c'est pas le sinus. Là aussi, donc je vais corriger ici. Donc j'obtiens ici. Donc je vais remplacer. Pardon. Z. Voilà. Z est égal à donc, R cosinus alpha. R cosinus alpha. Voilà. Z est égal à R cosinus alpha. Là aussi, donc je vais corriger ici. Donc on va corriger ici. Donc il y a une erreur partout. C'est pas donc. On va tout donc effacer. Voilà. C'est ça, donc est égal. Donc Z3 est égal à. Donc je vais est égal à R cosinus alpha. Donc on doit corriger ici aussi. Donc là, puisque la première, donc on considère ici que la première ligne ici, donc on doit considérer la fonction z est égale à phi3, donc c'est r cosinus alpha. Je dérive par rapport à r. Je considère que r est la variable. Donc qu'est-ce qui me reste? La constante, c'est cosinus alpha. Donc ici, c'est cosinus. Il faut corriger. Il y a beaucoup de calculs. Donc c'est cosinus. La dernière colonne, ici, c'est 0. Et enfin, je vais vérifier la dernière ici. Donc je vais la deuxième, donc c'est 0, c'est bon. Et la troisième, parce que je considère que θ, la variable, la deuxième, c'est θ la variable. Donc ça devient une constante ici. Donc c'est 0. Et la troisième, donc je considère ici que c'est alpha qui est la variable. Donc qu'est-ce que j'obtiens? C'est alpha qui est la variable. Donc ici, qu'est-ce que j'obtiens? Donc j'obtiens R. Donc multiplié par la dérivée de cosinus alpha, c'est moins sinus alpha. Donc ça c'est la dernière. Pourquoi j'ai écrit R cosinus? Voilà, donc ici c'est moins R. Donc je dois effacer ça. Voilà. Là, donc la dernière ligne ici, c'est moins. Donc c'est moins. Parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. C'est moins R sinus alpha. Sinus
sinus alpha. Voilà. Voilà, j'ai rectifié, donc il y avait une erreur dans le... Bon, il y a des auteurs donc, euh, qui ne suivent pas ce même ordre dans la définition du jacobien. Donc il y a des livres qui mettent ici, par exemple, on a mis ici, donc, dans une colonne, dans la même colonne, on a mis donc la même fonction, phi 1, phi 2, phi 3. Il y a d'autres, ils font le contraire. Ils mettent dans une même ligne la même fonction, c'est-à-dire des rangs phi 1 sur des rangs R, des rangs phi 1 sur des rangs θ, des rangs phi 1 sur des rangs alpha. Mais le calcul, lorsqu'on fait le calcul, on obtient la même chose. Donc c'est le même déterminant. Parce que ça, ce sont des propriétés déterminants. Ça va pas changer la valeur du déterminant. L'essentiel, c'est que pour nous, c'est le calcul, la valeur de ce déterminant. Bon, on a dit que pour effectuer ce calcul, donc on développe ce déterminant suivant cette colonne-là, et on obtient, donc, lorsqu'on fait le calcul, donc c'est un peu long, donc on obtient, vous obtenez par exemple cosinus alpha, parce que ici c'est le signe de, j'écris cosinus alpha multiplié par, donc j'annule cette ligne et cette colonne, ici c'est la première ligne, troisième colonne, donc moins 1 à la puissance 3 plus 1 c'est 4, donc c'est plus cosinus alpha multiplié par ce déterminant. Donc moins R sinus alpha sinus θ, R sinus alpha cosinus θ, R cosinus θ cosinus alpha, R sinus alpha cosinus θ. Plus 0, donc 0, il me reste moins R, donc ici aussi c'est troisième ligne, troisième colonne, donc le signe il est positif, moins R sinus alpha multiplié par, bon si vous voulez bien, donc je peux l'écrire ce déterminant. Bon, on va moins R sinus alpha multiplié par ce déterminant. Donc je vais le signaler ici. Donc j'enlève cette colonne et cette ligne. Et j'obtiens donc moins R sinus alpha multiplié par ce déterminant d'ordre 2. Ce déterminant d'ordre 2. Et j'obtiens donc mes calculs. Lorsque je fais les calculs, donc faites-moi confiance. Donc lorsqu'on fait les calculs, donc je vais effacer tout ça. Je vais vous donner la valeur de ce déterminant. On va trouver donc la valeur exacte de ce déterminant est, donc elle est égale à, donc on trouve exactement, donc on trouve voilà, ce déterminant donc de Jacobi est égal à R au carré multiplié par sinus donc il me reste seulement donc cette valeur là, sinus de l'angle, donc sinus alpha. Voilà. Et donc mon intégrale, qu'est-ce qu'elle devient? Donc elle devient, c'est égal à, donc on va écrire ici, est égal à, donc l'intégrale triple sur le domaine G, on va dire c'est quoi G? G il est défini ici déjà, donc G, donc j'ai calculé ce déterminant, donc il est donc ici, donc module, donc je vais l'écrire R2 sinus alpha bon, alpha on a dit qu'il parcourt l'intervalle 0 pi. Alpha il parcourt l'intervalle 0 pi. Donc on voit bien que si alpha parcourt l'intervalle 0 pi, donc sinus alpha est positif. Donc normalement j'aurais dû mettre valeur absolue de R2, valeur absolue de sinus alpha. Mais si alpha appartient à l'intervalle 0 pi, donc je vais le mettre ici, comme vous allez le voir. Donc ici, voilà. Rapidement pour voir. Voilà. 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 Donc
entre 0, donc c'est quoi le sinus? Le sinus, c'est la projection sur l'axe des Y. Donc si alpha est compris entre 0 donc, et pi sur 2 il est positif, même entre pi sur 2 et pi, donc alpha est toujours, c'est ça le sinus. Donc c'est ça le sinus. Voilà. Donc R2 sinus alpha, donc DR, voilà, DR, d θ, d alpha. Voilà, c'est mon intégrale. C'est quoi G maintenant? G, voilà, c'est un parallélépipède. Donc G est un, donc je vais effacer. Donc je vais effacer. Bon, G c'est quoi? Donc je vais l'écrire. G, voilà, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble ici. C'est l'ensemble de R, R, θ et alpha appartenant à R3 tel que. Donc je vais effacer G ici, laisser de la place ici. Voilà. Je vais l'écrire donc ici. G, tel que R et R. Donc si je suis dans la sphère, maintenant je vais me positionner dans la sphère. Le rayon donc, le rayon ici, R, le rayon de la sphère, donc il ne va pas donc dépasser le rayon de la sphère. Donc R est compris entre, donc ici on a R est compris entre 0, pardon, petit r, le rayon ici, et le maximum c'est grand R, le rayon de la sphère. Ça c'est pour R. Pour θ, donc, voyons bien ici, θ est compris entre 0 et 2π. Θ est compris entre 0 et 2π. Et enfin alpha est compris entre 0 et pi. 0 et pi. Donc ça, c'est un parallélépipède. Donc c'est un parallélépipède. Donc dans les côtés, donc de longueur 0R, 0 de pi et 0 donc pi. Voilà, donc c'est un parallélépipède dans l'espace. Et je vais calculer donc mon intégrale triple sur ce parallélépipède G. Donc le calcul il est simple. Donc si vous permettez, donc nous allons faire ce calcul donc dans une autre page. Voilà. Bon, donc voilà donc notre intégrale, notre volume, on va donc ici calculer. Donc on va faire le calcul. Donc on a le calcul du volume D. Donc je rappelle, donc était par définition c'est cette intégrale donc triple sur le domaine D. Après avoir effectué le changement de variable, donc on a obtenu l'intégrale triple sur le domaine G de la fonction module du jacobien. Ceci est égal, on a calculé, donc on a déjà calculé ce jacobien, on a trouvé que c'est égal à R2 sinus alpha. Normalement, je dois mettre ici module valeur absolue du sinus alpha, mais lorsque alpha il appartient à l'intervalle 0π, donc le sinus alpha il est positif, il est toujours positif, donc c'est pas la peine de mettre valeur absolue de sinus alpha. dr, dθ, d alpha. Bon, mon domaine G, c'est un parallélépipède. Donc ça, G en vérité, G est égal à phi moins 1, c'est aussi, donc G, donc je vais écrire ici, G aussi, c'est G est égal aussi à phi moins 1, c'est l'application donc phi, application donc du changement de variable, phi moins 1 de 2, ou bien encore D, mon domaine D est égal à phi de ce parallélépipède, donc c'est la même chose. Donc là, la sphère que j'ai dessinée tout à l'heure, donc elle vérifie, donc D est égal à phi de G, ou bien G est égal à phi moins 1, parce que l'application phi, on a dit que c'était une bijection. Donc c'est ça, donc l'image, la contre-image de mon domaine D, de ma sphère D, c'est cet ensemble-là. C'est-à-dire l'ensemble
l'ensemble dans l'image me donne la sphère, c'est ce parallélépipède. C'est exactement l'ensemble de R, θ, alpha, tel que R est compris entre 0 et le rayon de ma sphère, θ est compris entre 0 et 2π, et alpha est compris entre 0 et pi. J'obtiens un parallélépipède. Donc, c'est-à-dire, je vais intégrer, donc je vais calculer, pour avoir le volume de D, je vais calculer la fonction donc, de trois variables ici, R2 sinus alpha, dans ce parallélépipède. Donc c'est facile, le calcul d'une intégrale triple dans un parallélépipède, c'est très facile. Donc ceci est égal à, donc je vais faire le calcul, donc vous allez voir. Donc j'ai beaucoup de choix. Je peux ici mettre, donc je peux considérer que alpha est une constante. Alpha est une constante. Bon, je vais simplifier les calculs. Donc je considère que alpha est une constante. Je commence par, c'est-à-dire j'obtiens le plan alpha égale constante. Alpha, donc je vais intégrer, bon je vais le faire ici. Donc ici, alpha il varie de 0 jusqu'à pi. Il varie de 0 jusqu'à pi. Donc lorsque j'intègre par rapport à l'alpha, qu'est-ce que j'obtiens? Donc il me reste dans l'application ici, il me reste donc θ et R. Donc j'intègre sur le domaine, donc ici je vais l'appeler état de la fonction R2 sinus alpha, puisque j'ai considéré ici la première que alpha était une constante, alpha est une constante, donc qu'est-ce qu'il me reste dans la fonction? Il me reste dr dθ, dr d θ. Et donc l'intégrale, puisque j'intègre par rapport à alpha. La première, donc ici, j'ai considéré que alpha est une constante. Alpha est constante. Donc alpha varie de 0 jusqu'à pi. Et lorsque je fais alpha une constante, donc j'obtiens un plan, le plan alpha égale constante, qui va couper mon parallélépipède. Donc ça, c'est le domaine. Le domaine état, c'est ce triangle-là. C'est ce rectangle-là. Donc, à état, c'est exactement. Donc, je fais une coupe ici. Donc, je vais la faire mieux. Voilà. À peu près, hein, donc, pour voir c'est tout. Pas bien fait. Là, je coupe, donc c'est le même, il est parallèle à ce plan-là, donc c'est le même. Donc c'est le rectangle de côté, donc 0, R et 0, 2π. 0, R et 0, 2π. Voilà. Donc maintenant, si je fais ça, donc, pardon, ici c'est une intégrale double ici. Donc, ici c'est, pardon, ici c'est une intégrale double. Voilà. Donc ceci est égal à quoi? Bon, je laisse 0 jusqu'à pi après. Et donc, je m'intéresse à cette intégrale double. Elle est égale à quoi? Bon, j'ai deux variables, R et θ. Donc, je vais intégrer sur ce plan-là. Donc, je peux commencer par considérer que R est une constante. Et après, donc, j'intègre par rapport à θ et après R, ou bien je considère que θ est une constante, j'intègre par rapport à R et après par rapport à θ, comme vous voulez. Donc, dans les deux cas, vous allez avoir donc le même résultat. Alors, je vais ici commencer par considérer que θ est une constante, donc j'intègre 0, θ, donc elle varie de quelle valeur jusqu'à quelle valeur? Donc, de 0 jusqu'à 2π. De 0 jusqu'à 2π, donc c'est l'intègre. Et j'intègre d'abord donc ma fonction. Donc si θ est une constante, θ est une constante, donc j'obtiens R, il va varier, donc R il va varier de 0 jusqu'à R, il varie de cette valeur-là
donc état constant, R, il va varier de cette valeur jusqu'à cette valeur, de 0 jusqu'à R. Et ma fonction ici, c'est la fonction, la même chose, R2 sinus alpha, alpha. Donc j'ai considéré que ici que cet état qui est une constante, donc qu'est-ce qu'il nous reste ici comme fonction? C'est la fonction, c'est dr. Dr. Voilà. Après la deuxième, c'est d θ. Et enfin, donc la dernière intégrale, c'est par rapport à d alpha. Il faut comprendre le sens de... Donc je calcule d'abord cette intégrale par rapport à R. Après, parce que le résultat, je le calcule par rapport, j'intègre par rapport à θ, et le résultat obtenu, j'intègre par rapport à alpha. Donc je fais les calculs. Ceci est égal à, donc la première, donc 0 jusqu'à pi, donc je laisse 0 jusqu'à pi. La première, 0 jusqu'à 2pi. Il faut mettre les parenthèses pour bien comprendre. La troisième, donc, je vais calculer la primitive de cette fonction, donc, en considérant donc, que la variable c'est R. Qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc, j'obtiens sinus alpha, donc c'est une constante. Sinus alpha. J'ai ici R au carré, donc c'est R3 sur 3, puisque j'ai R2 ici, c'est R à puissance 3 divisé par 3 entre quelle valeur? Entre la valeur 0 et R. Voilà. Ça, c'est le résultat du calcul donc, de cette intégrale. Donc, maintenant, j'ai calculé cette intégrale. Donc, 0 jusqu'à 2pi, donc c'est par rapport à, je calcule maintenant par rapport à dθ. Je fais, et après par rapport à alpha. Je finis les calculs. Ceci est égal à, donc, 0 jusqu'à pi, 0 jusqu'à pi. Maintenant, la première intégrale, 0 jusqu'à 2pi. Quelle fonction? Calculons cette fonction. Donc, c'est sinus alpha. Donc, la variable, c'est R, petit r. Donc, c'est R à la puissance 3, R à la puissance 3, divisé par 3, multiplié par sinus alpha. Multiplié par sinus alpha, et j'intègre par rapport à θ. J'intègre par rapport à θ, et le tout, je l'intègre par rapport à alpha. Finissons, bon, terminons les calculs. Ceci est égal à quoi? Donc, ça c'est une fonction, j'intègre par rapport à θ. Vous voyez bien, c'est une constante. Ça c'est une constante. Donc, ceci est égal à 0 jusqu'à pi. 0 jusqu'à pi. Donc, qu'est-ce qu'elle me donne, cette fonction-là? Donc, j'obtiens, multiplié par donc, R3 sur 3, c'est R3 divisé par 3, sinus alpha, et là ici, donc j'obtiens ici, donc, θ, entre 0 et 2pi. 0 et 2pi. Et donc le résultat par rapport à donc alpha. Ceci est égal, donc je fais le calcul, est égal à 0, donc je vais effacer ça. Donc c'est 0 jusqu'à pi. Je fais ce calcul, donc R3 divisé par 3 sinus alpha ici, donc c'est 2pi multiplié par, donc ici 2pi. Voilà, d alpha. Voilà.
Ceci est égal à quoi? Donc je vais l'écrire. Donc est égal à, calcule cette primitive, donc est égal à 2pi, 2pi, R3, divisé par 3, et une primitive de sinus alpha. Donc ceci est égal à, donc je vais donc intégrer par rapport à alpha, donc ceci est égal à 2pi, 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 r au cube, tout ça c'est une constante, divisé par 3, donc l'intégrale de 0 jusqu'à pi, donc sinus alpha d alpha. Donc c'est facile de calculer ça, donc ceci est égal à 2pi, 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 R3, divisé par 3, donc multiplié par donc une primitive de sinus, c'est moins cosinus alpha. Je prends donc alpha entre 0 et pi. Donc ceci, je finis le calcul, ceci est égal à 2pi R3 divisé par 3 multiplié par, donc on va calculer cette valeur, donc c'est cosinus pi, donc est égal à cosinus pi est égal à quoi? Cosinus pi est égal à, donc je le montre ici, donc rapidement, voilà, pour voir, voilà, donc le cosinus c'est la projection sur l'axe des x, donc cosinus pi est égal à moins 1. Et j'ai après cosinus 0 est égal à, cosinus 0 est égal à 1. Donc j'obtiens ici, donc moins 1, c'est-à-dire plus 1, donc plus 1, donc c'est 1, moins cosinus alpha, c'est-à-dire plus cosinus alpha au point 0, plus cosinus 0, c'est-à-dire plus 1. C'est-à-dire, ceci est égal à 2 fois 2, 4pi, 4pi, R3, 4pi R3 divisé par 3, 4 tiers, on l'exprime en disant 4 tiers de pi R3. Donc finalement, donc je vais le souligner, donc volume, donc je vais l'encadrer, donc volume, on va l'écrire, donc on va y arriver, voilà, je vais l'écrire, volume de mon domaine D, de ma sphère D, de rayon, donc de ma sphère D, donc je vais écrire D, de la sphère, donc de centre 0, 0, 0 et de rayon R, grand R, voilà. Voilà, est égal à est égal à, donc je vais écrire ici en gros, est égal à, donc 4 tiers, pi multiplié par R, le rayon, c'est le rayon de la sphère, R à la puissance 3. Voilà donc le volume de la sphère. Et on l'a calculé en utilisant donc une intégrale triple, en utilisant donc les coordonnées sphériques et en utilisant donc le théorème du changement de variable. Bon, ce sera tout pour cet exercice. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir peut-être d'autres exercices et donc finir le chapitre 2 sur les intégrales triples.